Pas de vidéo, mais je pense que le plus important, c'est qu'on entende bien ce que vous dites. Et pour le moment, la qualité de la connexion, elle est très bonne. Bonsoir à tous, bienvenue. Nous sommes très ravis, encore une fois, de consacrer un panel sur la digitalisation de l'administration sénégalaise et des entreprises globalement au Sénégal. Je sais que même 1000 panels ne suffiraient pas parce que c'est une problématique qu'on ne va pas épuiser en si peu d'années. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans le cadre de ces après-midi de la tech. Et aujourd'hui, donc, nous parlons d'une thématique forte qui s'appelle la digitalisation de l'administration sénégalaise. Nous sommes pour en parler avec des habitués de ces après-midi de la tech. D'abord, Mohamed Beng, qui est le directeur général de GT Technologies, qui va se présenter tout à l'heure. Mohamed Beng, avec ses équipes, ont présenté l'expérience estonienne au président de la République Macky Sall en perspective de la visite de l'ex-présidente estonienne, si je ne me trompe, en 2018, en décembre 2018 à Dakar. Il nous fait l'amitié, l'honneur et le plaisir d'être encore une fois avec nous aujourd'hui. Et je rappelle que Mohamed Mbengue est auteur d'une célèbre phrase pour les habitués de ces après-midi de la tech. Dans administration, il y a deux mots. Dans transformation digitale, il y a deux mots. Il y a un seul mot qui est important et ce n'est pas digital. On a compris que c'est transformation et tout à l'heure, on a répété d'ailleurs cette phrase à un atelier où il y avait l'ADE, transnumérique, Microsoft, parce qu'on parlait effectivement de la thématique du jour. À côté de lui, nous avons le plaisir d'avoir Montourando Ousmane Bob du côté de Diamniadio, manager du data center de Diamniadio, le centre des données du Sénégal à Diamniadio, que le président Macky Sall a inauguré récemment. Bien entendu, il aura beaucoup de choses à nous dire parce que parler de transformation digitale, il y a certes le digital, l'infrastructure, derrière il y a tout un changement de comportement que son équipe et lui essaie d'implémenter de plus en plus. Et puis il y a également cette gouvernance des données, bien entendu, qui sera au menu. À côté de Ousmane Bob et de Mohamed Mbeng, nous avons Gaïndé 2000 qui est aussi un grand partenaire de ces après-midi de la tech. On en profite d'ailleurs pour saluer l'administrateur général Ibrahim Noureddine Diagne et l'ensemble de l'équipe qui suit. Alors, Gaïndé 2000 est représenté par Mortala Diop, dont bien entendu ce n'est pas la première participation à cette série de panels en ligne et nous l'en remercions. Et puis nous avons également certainement le plus jeune de nos panélistes, mais évidemment pas le moins pertinent. Je veux citer Aziz Yerima, qui est CEO et cofondateur de Paydounia. J'ai beaucoup d'émotions d'ailleurs en le retrouvant cet après-midi parce que, comme je le raconte souvent à ces équipes, lorsque Paydounia démarrait, je les avais trouvés dans un local presque abandonné à Nord-Foire. Aziz, après, je me disais, mais c'est fou là, mais qu'est-ce qu'ils font? Comment à travers des dërëm et des ñaari dërëm, des 10 francs et des 5 francs, ils pourraient constituer tout un business. Et dernièrement, lorsque me rendant en France, je me rends sur le site de l'ambassade pour le visa du fameux VFS, quelque chose comme ça. Et je vois parmi les moyens de paiement, il y avait Paydounia. J'ai dit, mais waouh! Et donc, je me sens très concerné par l'histoire de Aziz et de ses équipes, les Yuma et les autres. Et c'est un plaisir aujourd'hui de l'avoir sur ce panel. Voilà donc les 4 panélistes. Bien entendu, il y a également le public qui va participer au fur et à mesure. Très rapidement, pour ouvrir ce panel, je donne la parole à Ousmane Bob. Pourquoi Ousmane Bob? Parce qu'il représente l'État. Ça n'a pas été très évident de l'avoir en raison un peu de son agenda chargé de toutes ces choses qui se profilent à l'horizon. Ousmane Bob, manager du data center de Diamniadio. Une première question très simple pour vous. Où est-ce qu'on en est côté digitalisation de l'administration au Sénégal? Bien entendu, on ne sera pas exhaustif parce que c'est une question vague, j'en suis conscient. Mais où est-ce qu'on en est si on retient un peu les grandes lignes en termes d'avancée? Oui, merci Ousmane. Bonjour à tous les panélistes. Bonjour aussi aux internautes qui nous écoutent. Effectivement, actuellement, nous sommes côté Diamniadio sur une partie un peu sombre, c'est-à-dire la mise en place de l'ensemble des outils, de la structure qui est nécessaire pour pouvoir parler maintenant de digitalisation des services publics et des services de l'administration. Le terme digitalisation
pourquoi jusqu'à présent, depuis peut-être une dizaine d'années, ça a mis du temps pour que les Sénégalais et les citoyens puissent le voir réellement. C'est que le travail qui devait être fait en amont, parce qu'on ne se lève pas comme ça pour dire qu'on va digitaliser, c'est un ensemble de processus, mais il y a quand même des prérequis qu'il faut régler. Il faut se mettre dans un contexte de situation en termes d'infrastructure, en termes d'organisation aussi, parce que ce n'est pas un terme qui est utilisé uniquement sur des technologies, mais je suis d'accord avec vous, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est sur la transformation. Quelle est la capacité de l'administration sénégalaise à se transformer, à transformer ses processus, à orienter ses procédures et ses processus autour de la demande, autour du citoyen qui peut être n'importe quel acteur, autour des entreprises, autour de la demande de manière plus générale. Donc, c'est cette question qui est un peu difficile, qui prend beaucoup de temps. Et actuellement, je pense que d'ici 3 mois, on sera en mesure maintenant de sortir des services publics, des services pour les entreprises, pour l'administration publique, mais aussi surtout pour les citoyens sénégalais, à travers les espaces Sénégal Service qui sont déjà mis en place dans certains départements. Pour d'autres, c'est en cours. Donc, quand on aura des espaces Sénégal Service dans les 45 départements, je pense que déjà, ils commenceront à sentir un peu leur quotidien changer. Oui. Voilà la différence. Tout à fait, hein, tout à fait, Ousmane Bob. Mais en même temps, je le rappelais d'ailleurs aux acteurs de l'atelier dont on parlait tout à l'heure avec Transnumérique, l'ADIE ce matin au Radisson à Dakar. J'ai l'impression qu'on a réussi le plus difficile. C'est quoi? Avoir un chef de l'État à l'écoute des jeunes entrepreneurs, des start-upers, un chef d'État à l'écoute de son gouvernement, des acteurs globalement. On a tellement mis en place, tellement de choses au Sénégal, mais en même temps, on a l'impression que le moins difficile n'a pas encore été fait. C'est la réactivité de notre administration, c'est l'efficacité de l'administration. Vous prenez par exemple un service comme l'état civil, la digitalisation du passeport, de la carte nationale d'identité. Avant, l'idée, c'était qu'en soumissionnant, en venant avec son dossier, c'est qu'on reparte avec le document en question ou qu'on puisse le récupérer 24 heures ou 1 heure après. Mais maintenant, il faut déposer. Après, il faut attendre des semaines et des semaines. Est-ce que ce n'est pas ça le problème? Est-ce qu'il n'est pas plus un problème de rigueur que de moyens finalement? Oui, effectivement, il faut de la rigueur, mais on ne se lève pas un bon jour pour impliquer les Sénégalais dans ce niveau de rigueur que nous informaticiens, en tout cas, qui sont dans ce domaine, avons eu à travers notre formation et les expériences aussi que nous avons. On parle à un public qui veut juste avoir des services. Tout ce que les Sénégalais souhaitent, c'est quand ils veulent leur extrait de naissance, qu'ils ne perdent pas une journée qui coûte très cher en termes de déplacement, en termes de coûts, en termes de... voilà, dans tout c'est compliqué d'avoir un document aujourd'hui administratif sans se déplacer. Mais je pense que la solution, c'est ce que nous avons commencé à faire, c'est d'abord créer les conditions qui permettent de délivrer ce service à n'importe quel Sénégalais, quel que soit l'endroit où il se trouve. Ça, c'est le travail que nous sommes en train de faire. Avant, il faut savoir une chose, c'est que la transformation digitale, en fait, c'est un levier qui doit être actionné que par deux personnes. Soit c'est l'entreprise, la structure elle-même qui décide par sa politique numérique ou sa politique au niveau de sa DSI ou de sa cellule informatique, de digitaliser certains services et de les mettre à la disposition des citoyens. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, on ne le voit pas. Maintenant, la deuxième solution, c'est cette structure-là de data center de Diamniadio qui va un peu jouer ce rôle. C'est-à-dire notre travail consiste, nous, à aller dans les administrations, à regarder les services qui sont prioritaires qu'il faut mettre en place, notamment les extraits de naissance ou les casiers judiciaires ou autres, hein, n'importe quel document administratif ou service administratif, et de porter ce projet-là, de le mettre en place avec toute l'infrastructure nécessaire et tous les moyens techniques et humains nécessaires. C'est-à-dire aujourd'hui, ce n'est plus à
à l'entreprise, l'administration publique de porter ce coup, de porter ce projet. Nous, nous le portons. C'est notre métier, c'est ce qu'on fait au quotidien. Donc, ce qui fait que normalement, en ce qui concerne les extraits de naissance et les documents municipaux de manière plus globale délivrés par les mairies, dès qu'on terminera cette couche qu'on est en train de mettre en place, qu'on est en train de bâtir et que les données seront disponibles, n'importe quel Sénégalais pourra, à travers son téléphone portable ou un espace Sénégal Service le plus proche, aller chercher son extrait de naissance, son document municipal ou le télécharger depuis son téléphone. Oui, on vous comprend très bien. C'est vraiment, soyez rassurés, ma dernière question avant de donner la parole aux autres panélistes. Certes, il y a de belles perspectives en technologie avec le data center de Diamniadio, mais qu'on n'oublie pas qu'il y a eu des dizaines de milliards de francs CFA qui ont été, par exemple, dépensés dans la modernisation de notre état civil pour rester sur cet aspect. Par où est passé cet argent? Bien entendu, ce n'est pas un... disons, des comptes que je demande parce que vous ne gérez pas, mais on réfléchit globalement. Tout cet argent qu'on met dans des projets comme l'état civil, il passe par où finalement? En fait, c'était un problème d'organisation. En fait, au Sénégal, ce qui s'est passé, et d'ailleurs, ce n'est pas que l'état civil, mais on va rester sur la partie état civil. Aujourd'hui, il y a pas mal d'acteurs qui interviennent chacun et chaque acteur veut lui-même régler le problème. Ce n'est pas possible. Il faut voir une chose, c'est que l'état civil n'est pas de la compétence d'autres structures comme la DIE ou d'autres comme les ministères, c'est de la compétence d'une structure bien dédiée conformément à la réglementation et c'est comme ça que le législateur l'avait prévu. Maintenant, il y a les coopératives comme la JICA, comme l'Union européenne, à chaque fois, ils parlent d'état civil. Mais c'était pas, jusqu'à présent, on n'avait pas un point focal qui prend le projet comme un projet d'entreprise, qui le réalise et qui le met en place. L'autre difficulté, je pense, qu'ils ont dû rencontrer, parce que je ne peux pas parler à leur nom, c'est qu'aujourd'hui, chaque mairie a son propre fonctionnement. Hein? Si vous allez à la mairie du Plateau, peut-être que vous verrez un fonctionnement qui est différent si vous allez dans une mairie au fond du Sénégal, à Fonguelemi ou ailleurs. Et peut-être la difficulté, c'était de pouvoir déjà, dans un premier temps, industrialiser la production d'état civil de manière numérique, dans un premier temps. C'est-à-dire, il n'y a pas une base de données aujourd'hui au Sénégal où on peut taper dessus et récupérer, par exemple, l'état civil, un document d'état civil de telle personne. Ça n'existe pas aujourd'hui. Donc, pour le mettre en place, c'était compliqué parce que vous ne pouvez pas créer un système qui va se connecter sur toutes les mairies du Sénégal. Ça n'existe pas. Nous, l'idée qu'on a, et c'est ce qu'on est en train de mettre en place, c'est d'avoir un seul référentiel public qui permet, quelle que soit la mairie qui délivre un document administratif, que ce document soit disponible au niveau du référentiel public national. À partir de là, c'est à nous maintenant de mettre en place les workflows et les process nécessaires pour permettre à quelqu'un de faire une demande d'état civil, que ce soit géré automatiquement et pas de manière manuelle, et qu'il puisse récupérer son document. Après, le dernier peut-être point de blocage, c'est réglementaire, c'est le législateur. Aujourd'hui, par exemple, les espaces Sénégal Service n'ont pas, la réglementation ne le permet pas de délivrer des documents municipaux. Ce n'est pas de leur compétence. On a un problème de compétence aujourd'hui. Donc, il faut qu'au niveau de l'état civil, aussi, au niveau du législateur, de l'Assemblée nationale, que les projets de loi accompagnent ce changement-là pour permettre à n'importe quelle structure, peut-être soit via Internet, à n'importe quel support ou n'importe quelle structure, Espace Sénégal Service ou une préfecture, un commissariat de police, n'importe quelle structure publique de l'État, vous puissiez aller là-bas à travers une borne, mettez le numéro de votre demande qui a été traitée, de récupérer votre extrait de naissance. À cela, on rajoute aussi au niveau réglementaire la question des timbres. Aujourd'hui, n'importe quelle structure n'est pas habilitée à vendre des timbres pour les documents municipaux. Donc, il faut que tout cela soit changé par le législateur et que nous, on puisse maintenant avoir l'autorisation de permettre, par exemple, cette innovation-là, qui sera une innovation, parce que ce sera la première fois au Sénégal, que depuis la France ou l'Angleterre, un Sénégalais qui se trouve n'importe où au Japon, puisse, pour les besoins consulaires ou autres,
télécharger son extrait de naissance à jour ou son bulletin de naissance. Merci beaucoup Ousmane Bob. J'ai partagé là l'interview que vous nous avez accordée avec un U de trop à manager malgré ma vigilance, mais ça va être corrigé sur YouTube. Hein, c'est pour tous ceux qui seraient intéressés de savoir un peu comment ça marche ce data center de Diamniadio, parce que comme vous le dites à l'instant, c'est qu'au-delà du data center, il y a un ensemble de services, on dira de e-services hein, pour faire un peu savant. Donc qui seront dédiés aux citoyens et vivement que ça arrive parce qu'on a envie que ça bouge au Sénégal. Merci beaucoup. Je me tourne à présent vers Mortala Diop de Gaïndé 2000. Mortala, on parle beaucoup de transformation digitale. Le chef de l'État fait énormément de sorties sur la question. Beaucoup d'administrations se mettent en branle, là, épousent un peu l'esprit, mais on a l'impression que c'est dispersé. Est-ce qu'il ne nous faudrait pas au Sénégal une stratégie, parce qu'il y a une stratégie côté transformation digitale. Comme ça, au moins, le chemin sera indiqué, il n'y aura pas de redondance. On doit s'y prendre comment, selon vous? Merci Ousmane, j'espère que tout le monde m'entend. Merci de l'honneur que vous me faites de participer à ce panel et partager notre vision et notre expérience en matière de transformation digitale. J'ai écouté aussi avec beaucoup d'intérêt Ousmane du data center de Diamniadio, particulièrement sur le point Espace Sénégal Service, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Mais je dois commencer par dire, c'est clair qu'aujourd'hui, on peut avoir le sentiment qu'on a une stratégie qui n'est pas forcément bien, j'allais dire, coordonnée, parce qu'on peut noter aujourd'hui quand même avec les messages du chef de l'État que la plupart des administrations ont un projet de digitalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que dans le contexte dans lequel nous sommes, il n'y a aucune administration aujourd'hui qui n'a pas lancé un projet de transformation digitale, non seulement pour l'amélioration de la performance de ces services, parce que le digital est devenu incontournable, mais également pour la visibilité de ces services. Le point maintenant à noter, c'est qu'est-ce que l'on comprend par transformation digitale, mais surtout lorsqu'on parle de digitalisation des administrations. On peut noter effectivement le fait que des administrations considèrent aujourd'hui que la transformation digitale est d'abord une transformation interne, dans le sens où ils considèrent aujourd'hui qu'un certain nombre de processus internes dans l'administration doivent être des processus digitalisés ou automatisés. Je vais dire automatisés parce que je pense qu'il y a beaucoup de confusion qui existait depuis, j'allais dire, quelques années déjà, parce que l'automatisation était beaucoup plus, en fait, le fait d'utiliser j'allais dire, des systèmes informatiques pour faire, en fait, ces activités quotidiennes. Alors que lorsqu'on parle de transformation, il y a cette notion de on transforme le service et on transforme la relation qu'on a avec les usagers qui sont les populations. Et c'est là, effectivement, que je pense que Gaïndé 2000 a essayé assez tôt de se positionner, en fait, dans la logique de la relation entre les administrés et les administrations, en essayant de mettre en place justement cette passerelle d'utilisation des services des administrations à travers les digital. Maintenant, comme ça a été dit tout à l'heure, on ne peut pas du jour au lendemain considérer qu'on peut passer du 0% à 100% de digitalisation. Et donc, dans ce contexte-là, nous comprenons justement qu'il y a une stratégie même dans le sens de la conduite du changement et dans le sens de la sensibilisation même des services et des populations. Et c'est là où on note quand même un écart entre les besoins aujourd'hui en fait des usagers, dans la mesure où la pénétration du numérique permet quand même aujourd'hui d'avoir accès à un ensemble de services sans pour autant se déplacer. Et donc qui finalement ramène toujours la problématique des documents administratifs, des documents de naissance, qui sont pour l'essentiel la plupart des problèmes que les gens rencontrent, autant les gens de la diaspora que les gens au Sénégal même, qui ont besoin des fois de se déplacer au niveau de certaines régions pour avoir accès à leurs documents de naissance.
Et c'est là où, en fait, j'aimerais également peut-être rebondir sur ce qui a été dit, parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, au niveau de l'ADIE, on avait en fait des sites qui étaient d'information sur en fait les procédures administratives, de quoi on a besoin pour faire quoi, mais qui n'allaient pas jusqu'à délivrer le service. Ousmane disait tout à l'heure que en fait, il n'y a pas encore aujourd'hui une législation qui permet de pouvoir, à travers des espaces ou à travers des points relais digitaux, de pouvoir en fait avoir la délivrance de ces documents. Mais c'est là où en fait, nous avons quelques soucis de connexion avec Mortala. Mortala, vous nous entendez toujours? Mortala qui a quelques soucis hein, côté connexion, à qui on va redonner la parole tout à l'heure. Mortala? Voilà, le temps qu'on règle cela avec Mortala, est-ce que Mohamedou Mbeng m'entend? Mohamedou? Oui, oui. Oui, Mohamed, une première réaction à ce qui a été dit jusqu'ici en termes d'orientation, surtout quand on parle de transformation digitale pour le Sénégal. Je pense que Mor essaie toujours d'intervenir. Je l'entends dans... Ah, ok. On lui redonne la parole après. C'est pour éviter un peu de... Parce qu'il a quelques soucis de connexion. Mortala? Oh, il est parti là. Là, je pense qu'il est déconnecté. Mortala va nous revenir. Le temps qu'il nous revienne, Mohamedou, votre regard un peu sur la thématique, la problématique. Je rappelle que ce n'est pas la première fois d'ailleurs qu'on en parle avec vous. Peut-être une première question. Entre-temps, qu'est-ce qui a changé? Je dirais que pas grand-chose. Hein, pas grand-chose. Nous parlons toujours des mêmes problématiques quand nous allons rencontrer les administrations. Nous constatons qu'il y a des réalisations, mais qui restent encore dispersées, parce que la finalité, normalement, quand on parle de transformation de l'administration, transformation numérique de l'administration, c'était d'offrir des services qui soient innovants et adaptés aux usagers du service public. Et jusqu'à présent, au Sénégal, on peut se demander quel est le service en ligne qui est généralisé. Voilà. Il y en a pas ou presque pas. Alors que des pays qui ont démarré très récemment, avec lesquels on travaille, ont pu lancer leur portail de services et avoir des services en ligne qui sont dématérialisés et généralisés, voilà, à toute la population. Donc aujourd'hui, je pense que il y a des problématiques que nous n'adressons pas entièrement, notamment sur la gouvernance. M. Bob est revenu là-dessus, M. Diop également. Oui. Il y a également la problématique de cette gouvernance-là qui induit quoi? Des silos. Dans une même administration, on peut trouver des directions qui ont des systèmes qui ne communiquent pas. Voilà, donc ça, ce sont des réalités que nous vivons au quotidien quand nous allons vers les administrations. Mais après, ce qu'il y a de positif, c'est que toutes ces administrations en parlent et elles essayent de faire quelque chose. C'est déjà positif parce que tout le monde est conscient, donc il y a un tournant qu'il ne faut pas rater. Maintenant, dans la démarche de mise en œuvre, il reste encore beaucoup à faire parce que quand on parle de transformation digitale, malheureusement, on ne s'intéresse qu'à la dimension technologique et client, alors que quand on parle de transformation digitale, il y a plusieurs piliers. Il y a certes le pilier stratégie, donc avec la vision, la direction, les orientations. Il y a l'organisation et la culture. Il faut travailler dessus. On ne peut pas transformer l'administration si on ne travaille pas sur la culture des agents de l'administration, mais également des décideurs. C'est hyper important parce que c'est eux qui doivent mener cette transformation. Au-delà de la dimension client dont tout le monde parle, il faut une administration qui est orientée service, mais centrée sur le client. Mais il y a surtout la dimension business model et innovation qui est occultée. Nos politiques d'investissement en matière de numérique ne sont pas soutenables. Ce n'est pas possible. Voilà, la plupart des gros projets sont financés avec l'aide extérieure, voilà, qui ne prend en charge
en général que la mise en œuvre sur un périmètre qui n'est jamais le périmètre général qu'il faut adresser. C'est sur des pilotes ou sur des zones bien ciblées. Voilà. Mais quitte de la généralisation de ces solutions, quitte de l'exploitation de toutes ces solutions qui doivent également évoluer en synergie avec l'environnement. Je pense donc qu'il y a toutes ces problématiques qui persistent et nous avons un peu mal quand nous le voyons et qu'ailleurs, dans d'autres pays qui ont démarré plus récemment, mais beaucoup plus récemment, avec lesquels nous avons la chance de travailler, ces problématiques sont déjà dépassées. Donc, c'est ce que je peux dire en préliminaire. Peut-être qu'on rentrera dans le détail par la suite. Merci, Ousmane. Merci, merci Mamadou. Aziz Yerima, du côté des FinTech. Allô? Oui, Aziz, vous nous entendez? Oui, oui, je vous reçois et vous, ça va? Oui, ça va très bien. Alors, cette digitalisation cette transformation digitale, vous la percevez comment du côté des FinTech? Et quelle pourrait être d'ailleurs votre contribution là-dedans? D'accord. Merci pour le temps de parole et donc merci également aux différents intervenants. Donc, merci également donc, à Mamadou, avec Mamadou, donc, avec lequel souvent je partage souvent ce point de vue-là. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de points qui ont été soulevés, qui sont effectivement problématiques. Mais enfin, j'ai l'habitude de dire, à un moment donné, il faut avancer. D'accord? Aujourd'hui, le constat, il est là, il est simple, il est réel. On a des administrations qui n'ont clairement pas les moyens déjà elles ont beau vouloir, elles n'ont pas les moyens aussi bien humains, financiers qu'en termes d'expertise. Aujourd'hui, ça, c'est une réalité. On a un personnel également qui n'est pas forcément, comme le disait également tout à l'heure Mohamed, on a même dans des entités où vous avez des directions qui ont même déjà, ne parlons même pas du digital, on parle simplement déjà en termes d'organisation, de comment est-ce qu'on fait notre travail au quotidien, qui ont déjà des problématiques. Donc, venez rajouter à cela un changement d'attitude, un changement de manière de fonctionner. Naturellement, ça peut devenir quelque chose de complètement complexe. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le plus gros problème, c'est un problème très francophone, c'est qu'on réfléchit trop. Vous m'excusez le terme, mais je pense qu'à un moment donné, faudrait juste avancer. D'accord? Les problématiques sont là, mais ça fait des années qu'on en parle aujourd'hui. Il y a des pans donc, de certains projets qui sont effectivement financés, enfin, où on a un certain appui. Mais, comme le dit Mamadou, c'est juste sur un certain volet. Et l'essentiel n'est pas fait. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Et moi, je pense que ces mêmes questions-là aujourd'hui sont des questions légitimes. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut avancer, quoi. Et ça, c'est un esprit très francophone. On a l'habitude de beaucoup trop penser sur tout, alors que l'anglophone, il est pragmatique. J'ai un problème, je travaille, j'avance. Aujourd'hui, moi, vous allez peut-être me permettre de prendre l'exemple de quelques pays en Afrique qu'on connaît qui, je ne sais pas si Mohamedou faisait allusion au même pays, mais aujourd'hui, je pense un bon exemple, parce que l'Estonie n'est pas en Afrique, c'est le Rwanda quand même, où on sait comment ça fonctionne. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que vous avez le Bénin qui est aujourd'hui allé à l'école de l'Estonie et du Rwanda. Et en 4 ans, 5 ans, aujourd'hui, vous avez une plateforme de services publics qui est fonctionnelle et qui, aujourd'hui, délivre énormément de services. Et les problématiques qu'on a aujourd'hui au Sénégal, le Bénin a ces mêmes problématiques. D'accord? Toutes les problématiques qui ont été listées existent au Bénin. C'est un pays d'Afrique francophone de l'UEMOA. Mais je vous dis, en 4 ans, ce qui a été fait est juste extraordinaire. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, il faut, pour moi, qu'il y ait une instance, d'accord, unique, qui est le vrai leadership et qui adresse la problématique. Au Bénin, c'est l'ANSI. Je pense que l'équivalent au Sénégal, c'est l'ADIE. Il faut aujourd'hui que l'ADIE prenne, j'ai envie de dire, ses responsabilités ou en tout cas, le poids de la situation, que toutes ces problématiques-là aujourd'hui, qu'on puisse avancer. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, quand je prends une mairie ou une collectivité locale,
les timbres, tout cela, c'est vrai, mais à un moment donné, le plus important pour cette collectivité locale, ce sera les recettes. Donc, si aujourd'hui, j'arrive à collecter ces fonds-là et que je peux les reverser à cette collectivité locale, je pense qu'on a avancé. Et donc, aujourd'hui, c'est ça la vraie problématique. Je pense qu'il faut qu'à des moments donnés, qu'on arrête, d'accord, et qu'on avance en fait, d'accord. On ne va pas tout résoudre du jour au lendemain, mais au moins qu'on prend un pan, qu'on s'asseye, qu'on se dise, OK, ça, on va y aller, on y va et on avance. On le fait dans n'importe quoi. On choisit juste un pan, on avance sur ce pan, et de là, ça peut faire tâche d'huile pour pouvoir être répliqué sur les autres secteurs. Donc, moi, c'est juste ce que j'ai envie de dire. Je pense qu'effectivement, ça fait énormément d'années qu'on en parle. Je n'ai pas vraiment l'impression, en tout cas, ça reste mon humble avis, qu'il y a en fonction des années, de tous les projets, de toutes les stratégies qui existent, je n'ai pas l'impression qu'en face, en fait, on arrive à justement déployer et à pouvoir suivre. Voilà un peu. Donc, on avance, ça veut dire qu'on laisse tomber finalement. Parce que dans tous les cas, qu'on le dise ou pas, on avance quand même. Non, non, bien sûr, on avance. Oui, on avance, ça c'est sûr qu'on avance. Mais comme je le disais, je parlais de manière relative. Quand je prends l'énergie qui est déployée dedans, les financements, quand je regarde le nombre d'années mises dedans, c'est justement de manière relative en fait que je pense qu'aujourd'hui, on avance vraiment à pas de tortue. C'est pour ça que je parlais d'environnement francophone versus environnement anglophone, quoi. Oui, mais ce serait bien après de parler un peu de la contribution des fintech, parce que parler de la transformation digitale de l'administration, c'est parler du fameux sans-papier, le paperless. Vu de ce point de vue-là, comment vous contribuez, vous, jeunes acteurs du monde des fintech, avec la digitalisation aussi de la fameuse monnaie fiduciaire? Si, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, Penny est un des acteurs qui, parmi tant d'autres, qui essaie justement d'apporter sa pierre à l'édifice. Aujourd'hui, sur le secteur public, je pense qu'aujourd'hui, vous aviez plutôt donné l'exemple. Je pense que ce sur quoi on travaille qui se rapproche le plus du public, ça va être effectivement avec VFS, tout ce qui est délivrance donc de visa, et ainsi de suite. On a plusieurs fois ou quelques fois tenté des discussions donc, avec certaines administrations, certains services publics. On n'a pas forcément pu y arriver, mais moi, je pense que le besoin, il est là. En fait, les personnes avec lesquelles on était en discussion ont clairement la volonté. Aujourd'hui, nous, on est prêts. On a les solutions, on sait comment y faire. On l'a réussi, comme je disais tantôt, donc avec plus qui peut être administration, mais qui est plus dans le secteur privé. Aujourd'hui, c'est le public sur lequel on aimerait pouvoir justement avancer de manière un peu plus concrète. Donc, c'est un peu cela. Aujourd'hui, nous, on est capable de pouvoir accompagner, mais derrière, en fait, il ne faut pas oublier que nous, on intervient en bout de chaîne. Il faut qu'il y ait déjà justement le service, il faut qu'il y ait l'organisation, qu'on puisse consommer le service avant de payer le service. Donc, c'est un peu cela donc, qui fait que nous, on est un peu dans cette situation. On est aujourd'hui prêt, on s'est accompagné, mais il faut justement qu'effectivement que le service soit consommable de manière dématérialisée pour que quelqu'un, un acteur comme Paydunia, une fintech puisse être pertinente, on va dire, sur la chaîne de valeur. Merci Aziz Yerima, CEO et cofondateur de Paydunia. Je vois que Mortala rejoint de nouveau la partie. Mortala, Vous m'entendez? Oui, là, c'est bon. Pour le moment, c'est bon. OK. Non, je vais aller plus vite. J'étais en train de développer, en fait, dans le sens justement. Vous m'entendez, hein? Oui, on vous entend, on vous voit. Oui, oui. Donc, j'étais en train d'intervenir dans le sens justement de cette stratégie, un tout petit peu, en fait, où on a le sentiment qu'on a un manque de coordination de la stratégie et surtout, en fait, le fait qu'aujourd'hui, chaque administration avait son propre projet de digitalisation, mais qui, au départ, passe par un besoin d'automatisation de ces services internes et de ces processus pour améliorer, en fait, la performance de ces services internes. Mais ce qu'on oublie souvent, justement, dans cette relation, c'est le fait de dire que le service, il est destiné à des usagers, donc les administrés. Et dans ce sens-là, justement, l'ensemble de la problématique doit être tourné également dans la logique, en fait, des services qu'on donne aux populations. Et j'étais en train de dire également que dans l'exemple qu'a donné Ousmane tout à l'heure sur Sénégal Service, il y avait son prédécesseur qui était le portail de formalité en fait, de l'ADIE il y a quelques années.
mais on se rend compte justement qu'à part avoir de l'information, on n'a aucune transaction ou aucune relation avec l'administration qu'on peut faire depuis une plateforme en fait numérique. Et c'est dans ce sens-là que Gaïndé 2000 justement pense aujourd'hui pouvoir apporter beaucoup en fait dans cette relation entre des usagers et des plateformes de services, compte tenu du fait qu'aujourd'hui, nous avons compris assez vite que en fait, délivrer un service ne veut pas dire forcément prendre les prérogatives des administrations qui sont en charge de ces services-là, et en particulier l'exemple qui a été donné sur les municipalités et les formalités administratives. Donc, dans cette vision dans la mise en œuvre, il faut comprendre aujourd'hui la mise en œuvre ne veut pas forcément dire une automatisation et une délivrance automatique d'un certain nombre de documents ou de certificats, mais de donner la possibilité d'avoir une interaction entre l'usager et l'administration à travers des plateformes, mais tout en bénéficiant quand même des avancées quand même sur le plan digital qui ont été réalisées, en particulier la mise en place, par exemple, de la signature électronique au Sénégal, qui est devenu presque un outil, j'allais dire, vulgarisé, compte tenu que quand même la sensibilité des acteurs va dans le sens aujourd'hui de mieux comprendre c'est quoi cette et comment aujourd'hui elle permet l'authentification en fait des documents administratifs. Donc aujourd'hui, je pense quand même que nous avons tous les outils. Nous avons la capacité de pouvoir mettre en place en fait l'ensemble de ces services-là. Quand je dis nous le Sénégal, hein, je ne dis pas nous au Guinée-Bissau, mais je dis nous le Sénégal, parce qu'aujourd'hui, je pense aujourd'hui que toutes les capacités technologiques qui sont existantes nous permettent de délivrer ces services. Maintenant, j'ai envie de terminer mon propos en parlant quand même de ce changement également de comportement au niveau des usagers qu'il est important de prendre en compte. Nous avons tendance effectivement, historiquement, à développer des plateformes web où les gens se connectent et ainsi de suite. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'administration, dans le sens de ces projets, doit réfléchir également dans le schéma mobile. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'accès aux services, dans le sens de l'accès le plus rapide pour alerter ou avertir quelqu'un, c'est quand même le mobile. Et le mobile peut être effectivement une source j'allais dire, d'entrée en termes d'input de l'information, mais bien que le traitement des services, je conçois bien que ça doit se faire effectivement peut-être par des plateformes en back-end web, mais il est important de prendre en considération cette dimension-là parce qu'on peut mettre en place quelque chose qui aujourd'hui devient presque obsolète, compte tenu aujourd'hui, comme je dis, qu'il faut prendre en considération également les gens de la diaspora dans le sens des services à délivrer. Merci. Merci, merci beaucoup, Mortala. Mohamed Beng, on parle beaucoup de ce fameux principe. Hein? On ne demande pas la même information 2 fois à un citoyen. Est-ce que ce ne serait pas un bon indicateur pour mesurer notre niveau de digitalisation? Ousmane, tu me fais rire là, parce que si on le mesurait, tu vas dire dans une même administration entre peut-être 3 services différents, on te demande la même information. Ça c'est un constat. Voilà. Maintenant, comme disait Aziz hein, et Mortal, il faut avancer. Oui. Et pour moi, avancer, c'est quoi? Aujourd'hui, nous notons qu'il y a une problématique globale de gouvernance et un problème de leadership. Hein. Un problème de leadership parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune entité qui puisse garantir déjà le fait de ne pas réinvestir dans les mêmes choses. On va le dire simplement. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'administrations qui investissent pour mettre des salles serveurs. Alors que dans le même temps, on investit des milliards pour mettre des data centers. Voilà. Donc, il y a des problématiques aussi simples qu'il faudra essayer de régler. Mais pour les régler, il va falloir des acteurs du privé qui vont aller essayer de travailler avec les administrations qui l'ont compris et qui veulent avancer dans ce sens-là. Et ces principes-là, c'est simple à dire. On ne demande pas la même information à un usager. L'administration ne demande pas une information ou un acte qu'elle aurait produit. Mais dans la mise en œuvre, il faut que toutes les administrations puissent l'accepter. Parce que si une administration dit, moi, ah non, pour tel acte, il me faut l'acte légalisé par la police et puis datant de moins de 24 heures. Quels que soient les efforts qu'on fait en amont, datant de moins de 3 mois souvent,
quels que soient les efforts fournis, voilà, nous nous retrouvons à une situation où dans la chaîne, il y a une rupture. Maintenant, après, ce que nous voyons, c'est quoi? C'est qu'il y a des administrations, il y a quand même des administrations qui essaient, avec les moyens du bord, avec le périmètre sur lequel ils peuvent impacter et avoir une influence, de fournir des services aux usagers et elles essaient d'améliorer ces différents services-là. Dernièrement, nous, toutes les administrations que nous avons accompagnées, voilà, on n'est pas dans des schémas où on dit on veut un schéma directeur. Non, on parle plus on veut une stratégie de transformation digitale. On veut comprendre qu'est-ce qui manque dans nos stratégies en termes de transformation sur les aspects clients. Et malheureusement, dans les administrations, nous avons des gens qui sont brillants, mais qui ne sont pas formés à faire autre chose, voilà, que leur métier. Comment les amener à comprendre et intégrer le fait que, voilà, dans la façon de rendre le service, on peut innover. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui sort de l'ENA, on a des administrations et écrit, tout est presque gravé dans le marbre. Il est très difficile de leur faire comprendre et accepter le fait que pour avancer, parfois, on va être un peu en marge des textes. Mais la législation va rattraper parce que la législation, les lois ne sont là que pour le peuple. Et que veulent les usagers? Que veut le peuple? Des services plus vite, moins chers et de meilleure qualité. Voilà, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus rester, c'est clair. Le constat est amer, il est là. Aziz a parlé tout à l'heure du Bénin. Nous avons accompagné le Bénin récemment pour l'intranet gouvernemental, pour toute l'administration béninoise. Voilà, pour mettre en place cet intranet. Cet intranet, au Sénégal, en 2007, nous avions déjà un intranet. Je ne dis pas étudiant, nous avions déjà, là, nous sommes en train de faire l'étude pour le Bénin et le Bénin a avancé, mais de façon exponentielle sur les services. Aziz l'a dit tout à l'heure, casier judiciaire, il y a pas moins d'une 50aine de services qui sont en ligne. Voilà, l'identité électronique, on en parle ici comme un rêve. Tu vas sourire, on en parle, mais eux, ils ont dépassé cette problématique, ils sont en train de déployer. Et ils se sont inspirés de l'expérience estonienne. Voilà, donc cela veut dire qu'aujourd'hui, il va nous falloir avancer. Et pour avancer, il faudra cibler un certain nombre d'administrations, cibler un certain nombre de services, voilà, faire en sorte que les usagers voient la pertinence et qu'il y ait une certaine dynamique de tous les usagers qui consistera à dire non, 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 il est impossible qu'on continue à demander un casier judiciaire, voilà, uniquement dans la zone où on est né. Il faut que les usagers arrivent à ce niveau-là. Et tant qu'on n'arrive pas à ce niveau et qu'il n'y aura pas cette pression, voilà, je pense que nous resterons encore là et malheureusement, ailleurs, les gens avancent. Et ils avancent très, très, très vite. Même au Tchad, dernièrement, sur des problématiques de cybersécurité, et je le disais dernièrement au DG de la DE, mais ces gens-là avancent. On est en train de travailler avec eux sur le CERT national, on l'occulte tout le temps, la cybersécurité, le CERT national, le SOC national. Donc, je pense qu'on réfléchit trop, comme dit l'autre. On réfléchit beaucoup trop. Voilà, il nous faut juste un peu de leadership dans certaines administrations et qu'on avance, qu'on délivre vraiment le service et qu'on atteigne cette transformation qui est tant attendue par les usagers. Merci Mamadou. Ousmane Bob, le monsieur transformation digitale du gouvernement, est-ce qu'on devrait y aller parce qu'il faut quand même quelqu'un qui coordonne, comme le disent l'ensemble les panélistes, pardon, il faut quand même qu'on coordonne et qu'on se coordonne et pour ça, il faut qu'on se mette au courant de ceci et de cela. On devrait s'y prendre comment? Est-ce qu'il nous faudrait un monsieur TD, transformation digitale, pour faire le suivi de la coordination? Oui, tout à fait, Ousmane. On partage tous le même constat, hein, mais c'est un constat aussi qui est nuancé. Nuancé, pourquoi? Parce que ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure, c'est que l'ensemble des structures de l'administration publique, que ce soit des ministères, des agences, des administrations publiques, possèdent des DSI ou des cellules informatiques. Ils possèdent quelqu'un, un DSI, c'est quelqu'un qui est censé diriger la transformation numérique digitale de l'entreprise ou la structure qui pilote. Et ce qu'on a interdit depuis tout à l'heure, si on le résume d'une autre manière peut-être laconique, c'est de dire que tous ces DSI-là ont échoué. Parce que comment ça se fait que depuis
quand même une vingtaine ou une trentaine d'années, si je prends comme référence depuis 1980. Nous avons toujours eu des informaticiens, de très grands informaticiens, et que dans toutes nos structures, il y a toujours eu des DSI. Et jusqu'à maintenant, 30 ans plus tard, on est en train de dire qu'on n'a pas du tout avancé. Donc ça, c'est le premier constat. Et quand pendant 30 ans, ces DSI-là n'ont pas réussi à effectuer des transformations digitales nécessaires, à rendre opérationnels leurs services et à aller sur un certain niveau de compétences et d'opérationnalisation, c'est que c'est un échec. Et souvent, quand on échoue, on change de stratégie, on change de solution. L'autre constat aussi de l'échec, d'après moi, c'est qu'il n'y a pas eu une structure, peut-être c'est l'ADIE qui devait jouer ce rôle-là, je pense, hein, parce que c'est la seule agence de l'État qui s'occupe de l'informatique de l'État. Mais je ne pense pas que l'ADIE avait peut-être les compétences pour, je parle juridique et peut-être relationnel et autres, pour insuffler ce changement-là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se faire depuis 2020, je dirais peut-être depuis Il est 16 heures. Après l'inauguration du data center, c'est que les 30 dernières années, quand on regarde, l'État du Sénégal a plus investi sur les infrastructures. Hein? Aujourd'hui, on parle de tout ce qu'on a, le réseau, la fibre optique, les câbles sous-marins qui vont venir là récemment et autres. C'est qu'en 2022 qu'on arrive à avoir un data center national. Déjà, on a pris beaucoup de retard. Maintenant, le rôle du data center national, c'est une fois qu'il met en place toutes les briques nécessaires, parce qu'on ne peut pas parler de transformation digitale, encore une fois, si derrière le capot, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de batterie, il n'y a rien. Ce n'est pas possible, on va perdre encore du temps. Et nous, c'est ce qu'on est en train de faire. Par contre, là où je suis aussi d'accord avec ce constat qui est un peu amer, c'est qu'il faut qu'il y ait un leadership, il faut qu'il y ait une structure qui va jouer ce rôle-là, qui aura comme compétence, en tout cas, d'aller régler ces problèmes, un par un, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Oui. Nous avons les compétences, nous avons la logistique nécessaire, les infrastructures nécessaires. Maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est de donner ces compétences à une structure pour faire ce travail-là. Et je pense que c'est dans le sens que le président de la République va créer le Sénégal numérique, la nouvelle société anonyme, et qui va dissoudre aussi l'ADIE. Et j'espère que la société numérique, qui sera une véritable société comme Gaïndé 2000 et les autres sociétés qui existent au niveau du marché, pourra maintenant sortir les solutions, sortir ces services-là, aller au niveau des ministères, faire ce travail-là d'abord d'audit, d'organisation et de voir quels sont les services qu'on va mettre à la disposition des Sénégalais. Tout à l'heure, j'ai entendu qu'il n'y a pratiquement pas de services. Si, il y en a. Tous les jours à la télé, on voit quand même des directions qui disent qu'ils ont digitalisé tel service. J'en ai entendu au niveau des impôts, au niveau du Trésor. Par exemple. Hein? Oui, comme e-solde, par exemple. Voilà, ils le font. Mais ce qui manque aujourd'hui, c'est vraiment à l'appréciation des DSI. Moi, je pense que c'est au Sénégal numérique maintenant, la nouvelle société qui va être créée, de prendre ce sujet-là à bras le corps et de les sortir. Parce que ce n'est pas compliqué, hein, ce n'est pas une histoire de technique, hein, c'est une histoire, le point de blocage aujourd'hui qui fait qu'on n'arrive pas à avancer, c'est un problème organisationnel, c'est un problème de compétences. On l'a dit tout à l'heure, dans un ministère ou dans une administration, il n'y a aucune cellule qui parle avec d'autres. C'est-à-dire on a 100 ou 1000 systèmes d'information dans la même entreprise. Bon, ça cause un problème. Mais on ne va pas attendre de régler les problèmes des systèmes d'information des entreprises pour sortir des services. Non. Nous, ce que nous voulons, c'est sortir des services tout de suite et en off, essayer de régler, d'aider les entreprises, les sociétés nationales, en tout cas les ministères, à harmoniser le système d'information et à le moderniser. Moi, je suis quand même très optimiste par rapport à ce que je vois, en tout cas depuis que je suis là. Je pense que les espaces Sénégal Service, comme il l'a dit un des panélistes, son rôle, ce n'est pas une bibliothèque de documents, de procédures pour vous dire comment demander un permis, combien il faut payer pour... ce n'est pas ça le rôle des espaces Sénégal Service. Le rôle des espaces Sénégal Service, c'est de délivrer des services. Je veux un permis, je vais là-bas ou je me connecte sur le site, je fais toute la procédure pour avoir mon permis. Je veux un document administratif, je l'ai. Et chez moi, depuis mon téléphone, je peux suivre
l'avancée, ça a été traité par qui, niveau de validation, jusqu'à ce que je reçois le document que je souhaite. C'est ça, en fait. Hein? Et aujourd'hui, je pense que c'est une première étape. D'ailleurs, ils n'ont pas encore fini d'installer l'ensemble des Sénégal Services, mais je pense que une fois que nous, les services seront disponibles, testés, on pourra très rapidement les pousser dans les espaces Sénégal Services et progressivement enlever tous ces documents qui polluent peut-être ces espaces-là, qui font qu'à terme, personne ne va utiliser, personne ne va les regarder. Oui, mais les espaces Sénégal Service, ce ne serait pas une redondance par rapport aux mairies, par exemple? Non, je ne pense pas. Je pense que à travers l'espace Sénégal Service sont disponibles dans les départements. Donc, on en a 45. Donc, normalement, on doit en avoir 45. Oui. Les mairies ne délivrent que les documents municipaux. Hein? Chaque administration de l'État délivre que les documents dont il a la compétence. Les espaces Sénégal Service, c'est un peu le Sénégal en miniature disponible au niveau du département où vous pouvez, en tant que citoyen usager, disposer de tous les services du Sénégal, que ce soit des services de police, des services de documents administratifs, du service judiciaire, de casiers judiciaires et autres. Les mairies ne donnent pas des casiers judiciaires. Au niveau des espaces Sénégal Service, on doit pouvoir aller là-bas et récupérer un casier judiciaire, récupérer n'importe quel document. Oui. C'est une sorte de guichet unique. C'est un guichet unique qui est disponible. Et d'ailleurs, je pense qu'à terme, oui, je pense qu'à terme… Oui, c'est là où je voulais rebondir, en fait, pour peut-être clarifier mon propos, parce qu'en fait, justement, c'est une sorte à la limite, j'allais dire, de guichet de facilitation, je vais appeler ça comme ça, parce qu'en réalité, même le fait que les services soient fédérés là-bas, j'ai insisté sur le fait que la prérogative n'était pas enlevée aux structures de tutelle. Si aujourd'hui le casier judiciaire était donné par le ministère de la Justice, par exemple, le ministère de la Justice, justement, cette digitalisation voudrait une connectivité entre les services demandés par l'usager qui, lui, peut le faire depuis son téléphone ou peut se rendre à un espace service s'il n'a pas effectivement les moyens nécessaires technologiques pour pouvoir demander le service. Et effectivement, je comprendrais qu'à ce moment-là, l'espace service soit une sorte de relais de demande et de récupération effectivement du document demandé. Mais le traitant lui-même ne change pas, mais à condition justement, et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, que ces documents-là soient reconnus, que ces documents-là, on ne vous demande pas le document physique parce qu'il a été délivré par l'espace Sénégal Service, mais l'espace doit également doter justement ces nouveaux documents-là qu'on délivre sur la base d'une demande digitale avec les garanties de sécurité. Est-ce que c'est des QR codes ou est-ce que c'est en tout cas un référentiel qui permet que ce document puisse être authentifié à l'administration où on va la donner. Mais on n'a peut-être pas forcément besoin d'aller jusqu'au bout d'un document qui, lui, est rematérialisé. Et je pense que Mohamed Mbeng le disait tout à l'heure, et c'était peut-être le sens d'une question où on parle de coffre-fort électronique, où on peut se poser la question aujourd'hui d'avoir nos documents administratifs sous la forme de documents virtuels dans un coffre qu'on peut réutiliser d'un service à un autre. Et je pense que c'est là où on ira carrément vers cette digitalisation complète. Ça ne se fera pas en un seul jour. Je pense qu'on a tous les outils et ça a encore été dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus le fait d'avoir aussi peut-être l'accompagnement juridique pour l'acceptation de ces documents-là pour qu'on ne puisse pas mettre un doute en fait sur l'existence de ces documents. Et donc, aujourd'hui, qu'on puisse faire en tout cas ce schéma-là. Vous m'avez perdu avec le BCE, le RCCM et qu'aujourd'hui, des ministères ont demandé l'accompagnement de Guinée 2000 pour mettre en place la digitalisation de ces services, montre quand même que certains ont compris et qu'il fallait aller avancer. Il ne faut pas forcément se dire qu'il y a des blocages, on a des problèmes, mais se dire on est en avance, on essaie d'avancer avec effectivement les services, les structures qui peuvent nous accompagner et qui permettra à un moment donné de rejoindre en fait la stratégie qui doit dégager au moins l'orientation globale, mais ne doit pas remettre en cause également les acquis de certaines administrations qui ont déjà fait des pas en Europe. Merci. Merci Mortala. Mohamedou Mbeng. C'est rebondir sur ce que Mortala vient de dire. C'est exactement ce qu'il faut faire. Comme nous nous sommes rendus compte que attendre que les choses s'organisent là-haut, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, on avance avec les pionniers et moi, je donne toujours ces exemples-là. À un moment, changer avec Mortala sur le fait que, par exemple, Gainer, la plateforme ne soit pas généralisée, utilisée, une vraie problématique. Nous avons essayé de positionner cela sur certains marchés, voilà.
Mais jusqu'à présent, j'ai l'impression qu'il y a énormément de choses qui sont faites à petite échelle, mais on n'arrive pas à avoir l'accompagnement et le rayonnement qu'il faut pour pouvoir même les exporter. Quand on prend le Bénin, je reviens sur le Bénin. Le Bénin, il n'avait pas, quand on faisait le travail, ils n'avaient pas le data center. Jusqu'à présent, ils n'ont pas le data center national. Ils ont lancé le service et ça fonctionne. Ça veut dire qu'il faut répondre aux besoins et rattraper tout ce qui doit être rattrapé. Je pense qu'en termes d'infrastructure, on a beaucoup investi. À un moment, j'ai dit à un ministre qu'on a investi pas moins de 100 milliards. Il m'a dit non, plus de 200. Voilà, c'est ça la réalité. Pour quel retour sur investissement? Après, pensez que ce sont les DSI également, comme M. Bob le dit, qui portent cette transformation. Ce n'est pas le cas. Hein. Malheureusement, nous avons vu dans beaucoup d'administrations où les gens ont mis des services, mais qui n'ont pas pu être généralisés. Parce que soit ça menace l'intérêt de certaines personnes, ou parce que c'est pas, le top management n'est pas aligné avec cette façon de faire, ces services n'ont pas été déployés. La problématique n'a jamais été technique. Jamais, jamais au plus grand, jamais. Quand on prend l'état civil, il n'y a pas de système plus simple que l'état civil. Voilà, en 2008, 2009 déjà, on avait travaillé sur beaucoup de projets sur l'état civil. Et avant nous, nos anciens nous disaient que 20 ans avant, ils avaient déjà fait des solutions pour l'état civil. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème de leadership. Et pour certains projets, de toute façon, sans ce leadership-là, on ne pourra jamais les réaliser comme on l'entend. Mais à petite échelle, on arrive à faire des choses. À petite échelle, on peut, sur le GUS, par exemple, avec l'ADER, aider à formaliser des entreprises. On peut le faire sur certains guichets uniques. On peut le faire au niveau de la douane. Donc, il faut pousser, multiplier ces réussites-là, voilà, pour pouvoir arriver à une masse critique qui vont mettre la pression désormais sur les communautés, les collectivités locales, sur l'administration centrale, pour qu'on ait plus de services dématérialisés. Et quand je dis qu'il n'y a pas beaucoup de services dématérialisés en ligne, quand je parle de services généralisés, voilà, donc on nous parle de beaucoup de services. Mais quel est le service au Sénégal qui, à 90%, est réalisé en ligne? Je ne parle pas des services pour les agents de l'administration, parce que là-bas, à la limite, ça peut être une contrainte. On fait telle procédure, les gens sont obligés de suivre. Voilà, donc, c'est cette analyse que nous devons faire de façon vraiment objective, voilà, et essayer sur ces différents services-là, le casier judiciaire qui est réglé au Bénin, par exemple, qui a démarré, comme Aziz l'a dit, c'est moins de 4 ans. Il y a beaucoup d'autres exemples qu'on peut citer, le Rwanda sur le paiement. Et aujourd'hui, nous avons la chance, avec Aziz et les autres, d'avoir des entreprises qui ont des solutions qui ont été réalisées, mais par l'expertise locale, qui peuvent répondre aux contraintes que nous pouvons avoir et qui nous permettent de garantir notre souveraineté numérique. On reviendra peut-être même là-dessus. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'administrations qui font héberger des applications critiques sur le cloud. Voilà, ça, c'est une réalité. Et toutes ces problématiques-là, il faut les régler parallèlement, mais il va falloir avancer avec ceux qui veulent bien avancer. Merci. Merci beaucoup. Hein. Aziz Yerima, je pense que finalement, votre terme non seulement été repris, validé, mais surtout monopolisé par les experts. Hein. Il faut donc avancer, c'est ça. Le micro. Non, mais c'est ça, parce que à un moment donné, rien que pour caricaturer, je pense sur aujourd'hui, quand on parle de FinTech, c'est les services financiers digitaux. Et il faut savoir aujourd'hui que, et ça c'est dans tous les pays du monde, c'est le secteur le plus conservateur au monde. Vous avez des règles qui datent de 20 ans parfois. Si vous faites même vous-même attention, vous allez un gap d'une banque, on est en 2022, il y en a qui fonctionnent encore sur Windows XP. C'est un des secteurs les plus conservateurs. Mais aujourd'hui, si nous, en tant qu'innovateurs, en tant que personnes qui voulons résoudre des problèmes réels que vivent des clients, des entreprises, des particuliers, on attend que ce secteur-là, aujourd'hui, se mette à jour en termes de réglementation, en termes de volonté, d'organisation. On ne va jamais y arriver. Les FinTech aujourd'hui, en Afrique francophone, même anglophone aujourd'hui, j'ai envie de dire limite, on surfe, il faut dire les choses telles qu'elles sont sur des vides juridiques. Aujourd'hui, les seuls secteurs qui sont réglementés, c'est la banque, notamment les émetteurs électroniques, les institutions de microfinance. Oui. Le reste, toutes les FinTech aujourd'hui, il n'y a pas un cadre réglementaire sur ça. Mais si aujourd'hui, nous, et
toujours pour caricaturer, moi, la première fois que j'ai rencontré les gens de la Banque centrale, c'était en 2016. Donc, 2016 à aujourd'hui, on a lancé Pédunia en 2015. Aujourd'hui, 2015 à maintenant, ça fait aujourd'hui bientôt 7 ans. On a rencontré la Banque centrale, ça fait 6 ans. Ils ont dit qu'ils ont vu, ils ont compris, ils travaillent sur une réglementation. Aujourd'hui, 7 ans après, on en est toujours au même point. Et si on attend justement qu'on ait cette réglementation, aujourd'hui, toutes les entreprises ou tous les particuliers aujourd'hui, le petit marchand, la petite femme, le petit boutiquier aujourd'hui que Pédunia, InTouch, etc., aident à faciliter le quotidien, on n'aurait jamais fait cela. Donc, à un moment donné, il faut juste avancer. C'est vrai, ces problématiques-là sont là, mais voilà, il faut avancer. Après, voilà, on essaie de faire suivre aussi les règles. Sinon, Oui. on en parlera encore dans 5 ans, quoi. Donc, Oui, avancer, mais quand même avec de gros risques, parce que quand on parle de fintech, bien entendu, ce n'est pas à vous, Aziz Yerima, que j'apprendrai, que je sensibiliserai, disons, à tous ces enjeux. Quand on parle de fintech, on parle aussi de gros millions et de gros milliards. Est-ce que c'est rassurant dans un pays avec des régulateurs qui peuvent dormir parfois, qu'on mette autant de millions et de milliards pour après être rattrapé par la réglementation tout en ignorant un peu les contre-coups d'une telle audace technologique? Oui, Ousmane, vous savez, disons-nous les choses telles qu'elles sont. Le Sénégal ou Pédunia n'invente rien. Hein. On ne réinvente pas la roue. Ce que Pédunia fait existe dans d'autres pays. La réglementation dont je parle existe dans d'autres pays. Donc, c'est à nous d'être intelligents et c'est ce qu'on a fait. On n'est certes pas réglementé, mais aujourd'hui, tout ce qu'on fait à Pédunia est fait. Je vous dis, demain, s'il y a une réglementation, Pédunia sera surcoté. Ça, je vous le dis clairement. Oui. On s'est préparé par rapport à cela. On a non seulement, on s'est auto-imposé certaines réglementations qui sont appliquées aux banques, certaines qui sont exigées au niveau des émetteurs de monnaie électronique, mais on a regardé ce qui est fait. En Europe, la BCE, ils ont ce qu'ils appellent la DSP2, c'est ce qui réglemente. Oui, voilà, la Banque centrale européenne. Ce qui réglemente l'environnement des fintechs, c'est ce qu'ils appellent la DSP2. On s'est appuyé sur ça pour faire cela parce que, on le veuille ou pas, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest ne va pas réinventer la roue. Donc, les choses existent ailleurs et c'est un peu cela aussi où, quelque part, nous, en Afrique, on est un peu, on est un peu plus à l'aise parce qu'on n'est pas on ne va pas réellement tester des choses qui n'ont jamais existé ailleurs. Donc, sur le côté de ce qui se fait dans notre industrie à nous, c'est des choses qui existaient ailleurs, qu'on fait justement, qu'on personnalise, qu'on tropicalise, mais c'est des choses qui existent ailleurs. Donc, c'est la même chose aujourd'hui. Les administrations ont été dématérialisées dans plusieurs pays du monde. Comme je dis, les problématiques qu'on vit aujourd'hui ont été posées dans ces pays-là. Il faut voilà, justement avancer. Et encore une fois, c'est vrai qu'on avance. Après, peut-être c'est... on me dit souvent que je suis un peu, que je suis plus précis que la musique. Donc, peut-être c'est aussi ça. Mais voilà, je pense que... Mais on aime bien cette indiscipline, entre guillemets, positive hein, des acteurs du monde des startups. Je pense que c'est ça qui nous fait aussi avancer. Même si, vous l'avez dit, c'est toujours le digital qui devance le droit. Mais dans tous les cas, on s'adapte. C'est comme ça dans tous les pays du monde. Très rapidement, une dernière question avant de faire un dernier tour de table maintenant, puisqu'on est à quelques minutes de la fin de ce panel. Parlant du régulateur bancaire, la BCEAO, qu'est-ce qui l'empêcherait, par exemple, sur le thème du paperless, du zéro papier, d'imposer, par exemple, des façons de faire? On peut dire, pour donner un cas, que dans tel secteur, désormais, j'interdis le cash, par exemple. Je sais que je rêve, surtout quand je parle de nos régulateurs, mais pourquoi est-ce qu'on ne réfléchirait pas comme ça, par exemple? Écoutez, c'est aussi un de mes rêves. C'est aussi un de mes rêves. Je pense qu'aujourd'hui, personnellement, je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit comme fintech, tout ce qu'on voit comme acteurs qui travaillent à l'inclusion financière, aujourd'hui, je pense que le Sénégalais, l'Africain, plus généralement, puisqu'on parle de la Banque centrale de la zone UEMOA,
a aujourd'hui la capacité, il a accès au réseau de fournisseurs de services, de mobile money, ou peu importe, pour pouvoir, quand on parle d'inclusion financière, il a accès à ces services-là. Et aujourd'hui, avec la vague bleue, Wave, les coûts sont devenus encore beaucoup plus accessibles. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça va être surtout une volonté de la Banque centrale / volonté politique. Certains pays sont arrivés, dans certains pays, le cash, c'est limite, on te regarde bizarrement, ça existe dans beaucoup de pays aujourd'hui, même dans certains pays africains. Donc, je pense que pour moi, c'est plus une question de volonté, pas quelque chose aujourd'hui d'extra. L'infrastructure existe déjà, les acteurs sont déjà sur le marché et les solutions existent déjà pour qu'on puisse arriver à ce paperless. Donc, ce sera beaucoup plus une question de volonté politique. Après, naturellement, la Banque centrale aussi va être dans son rôle aussi, quelque part, aussi de protecteur du consommateur pour peut-être dire que elle n'a pas envie d'imposer quelque chose que peut-être le consommateur n'est pas totalement prêt à utiliser, ou pour justement les risques technologiques qui sont derrière. Parce que si on bascule… Oui. Pardon? En parlant d'imposition, entre guillemets, d'obligation, je parlais des administrations, par exemple. Ah oui, pour les administrations, moi, je pense que ça devrait être le cas aujourd'hui. Ça devrait vraiment être le cas parce que, pour peut-être ne pas revenir sur les ans du Bénin, ça a été justement le cas et ça permet aujourd'hui à l'État de… aujourd'hui, on sait qu'il y a des problématiques aujourd'hui sur justement la gestion ou bien la collecte justement de ces ressources-là. Ça permettrait à l'État d'avoir justement cette traçabilité, même la collectivité elle-même, d'avoir la traçabilité nécessaire, donc de pouvoir justement collecter tout ce qui lui est dû et de pouvoir en faire son usage. Donc pour moi, effectivement, ça devrait être un des secteurs dans lequel justement on devrait légiférer de manière claire pour dire on a envie que ce soit clean, on a envie que ce soit digitalisé dans ce secteur. Voilà. La transparence. Merci. Merci Aziz Yerima. Mohamedou Beng, du côté de GT Technologies. Ouais, je pense qu'à ce niveau-là, je donnerai l'exemple juste du Rwanda. Vous savez, aujourd'hui, je pense que les régulateurs n'ont pas compris une chose. Il y a une vraie problématique avec la circulation du cash qui coûte cher, en plus de la faute, les billets qui se détériorent. Aujourd'hui, le fait que certaines transactions échappent à l'État central et que nous avons beaucoup moins de recettes, c'est parce qu'il y a ce cash-là. Au Rwanda, par exemple, les paiements pour les taxis, les mototaxis, se font désormais par mobile money. Et c'est en faisant cela qu'on arrive à réduire le cash que ces acteurs-là, donc qui sont dynamiques, vont avoir par devers eux, en plus des problèmes de sécurité qui peuvent se poser. Et je vais vous présenter le schéma, c'est simple. Donc, c'est parce que moi, j'ai du cash que je vais à la boutique que j'achète avec du cash. Donc, le boutiquier, il va se retrouver avec quoi? Avec un peu moins d'une dizaine de millions. Parce qu'on lui paye, tout le monde paye pratiquement par cash. Ce boutiquier, quand il va voir son demi-gros, donc, il va payer avec du cash. Le demi-gros va se retrouver donc avec une centaine de millions. Ce demi-gros, quand il va voir le grossiste, il va avec du cash. Donc, ce qui fait que nous avons un marché où le cash coule à flot, où les gens peuvent acheter des terrains cash, un appartement cash, où le blanchiment peut se faire. Parce que oui, le cash circule. Voilà. Aujourd'hui, le régulateur, si vous avez compris cela, ils auraient tout fait pour accompagner cela. Et maintenant, c'est à l'État de prendre cette responsabilité. Le régulateur doit accompagner, mais l'État, parce qu'ils l'ont fait sur certains aspects, par exemple, en termes de billettage, on limite les montants qui peuvent être passés en billettage. Le fait de le payer par cash, par exemple. On a également interdit de payer certaines sommes au niveau des services des impôts, par exemple, de le payer par cash. Donc, cela veut dire qu'aujourd'hui, il y a une volonté qu'il faut avoir, comprendre le fait que si nous voulons qu'il circule moins de cash, nous voulons pouvoir maîtriser et agrandir l'assiette fiscale des impôts et donc réduire même le niveau de taxes qu'on fait payer aux gens, il faut faire de sorte que les transactions passent par des outils numérisés. Cela permettrait de faire payer beaucoup moins de taxes à tout le monde, mais de faire contribuer beaucoup plus de gens
à cette cagnotte collective qu'on doit regrouper pour financer les projets des États. Donc aujourd'hui, l'État doit non seulement légiférer, mais prendre ses responsabilités pour qu'à certains niveaux, le cash soit interdit. Et cela permettrait de développer en effet bulle toutes ces startups-là qui sont dans ces industries. Maintenant, après, il faut laisser libre cours à la concurrence. Il ne faut pas choisir un acteur et dire non, tous les autres acteurs, non, vous ne pouvez pas accéder à cette commande. Non, les acteurs les plus performants, voilà, Aziz doit avoir sa part de la commande, InTouch doit avoir sa part, APG doit avoir sa part. Si nous faisons cela, c'est en faisant cela d'ailleurs, et en faisant cela seulement qu'on pourra arriver à une économie numérique. Et c'est possible, c'est très possible. Merci. Merci beaucoup, Mamadou. Alors, 2 dernières interventions, à moins que le public ne veuille lever la main. 2 interventions avant de conclure ce panel. Moi, si vous permettez, Ousmane. Mortala, oui, Mortala, oui. Oui. Je voulais juste réagir en fait sur cette problématique en fait de paiement et je vais donner un exemple justement parce que ça a été dit en disant justement il faut que les administrations en fait aillent dans le sens en fait d'obliger les gens. Mais et je me rends compte justement que peut-être que le chemin n'est pas forcément que, je dis, l'État au sens global, parce que je regarde un exemple en fait du paiement électronique des droits de douane. En fait, une plateforme qui existe, hein, qui s'appelle Chorus, hein, qui a été déployée pratiquement en 2008. Depuis, cette plateforme est là, mais personne ne s'en sert. Et en fait, c'est ce qui montre un peu le décalage entre la capacité des outils techniques et le fait que qu'est-ce qui aujourd'hui motive les gens à utiliser en fait ces moyens de paiement électronique. Il est vrai qu'en 2008, on n'avait pas le même niveau de maturité au niveau de ces outils digitaux, mais ce qui est surprenant, c'est que la plateforme a été déployée, les tests ont été réalisés, on a encaissé à peu près, quand je dis on, c'est le Trésor public du Sénégal, a encaissé 300 millions de francs sur quelques transactions en pilote, et puis après, tout s'arrête. Et en fait, on se pose la question, qu'est-ce qui aujourd'hui fait que les gens reviennent sur le cash? Qu'est-ce qui fait que l'administration ne pousse pas les gens à utiliser en fait ces moyens de paiement? À l'époque, certains, j'allais dire, transitaires parlaient de mettre en place des incentives, des éléments de motivation qui font qu'on doit payer avec les outils numériques. Et ensuite, on se rend compte, en réalité, les gens ne sont pas très preneurs parce que ça supposait, bon, ça c'est lié peut-être au métier, ça supposait une situation de trésorerie normale. C'est-à-dire que quand vous payez avec le paiement électronique tel que le système avait été conçu, ça suppose effectivement que vous avez les crédits suffisants au niveau de votre compte bancaire ou en tout cas un accord avec votre banque qui vous autorise une ligne de crédit pour pouvoir faire ce paiement. Et on a compris peut-être que c'est pour ça que les gens n'ont pas utilisé le système parce qu'ils préféraient jouer avec les dates de valeur des chèques. Donc, c'est pour dire seulement qu'en réalité, une administration peut très bien décider que tout montant supérieur à tout paiement supérieur à tel montant ne peut se faire que par un moyen de paiement électronique. Et pourtant, des principes existent comme ça, même le paiement avec le chèque sur certains montants, mais personne ne le respecte. Et c'est là où, quelque part, on se rend compte qu'il y a besoin je ne vais pas dire légiférer parce que les réglementations sont là, mais les administrations elles-mêmes peuvent, à travers des notes de service, décider que certaines transactions se payent par des outils électroniques. Et là, comme on le disait, on peut avoir un certain nombre d'acteurs de la FinTech qui ont une part du gâteau parce qu'il y a des petites commissions, mais on se rend compte aujourd'hui que les paiements sont complètement sécurisés. C'est ce que je voulais simplement rajouter pour dire que dans certains cas, les outils sont là, les moyens sont là, mais on se rend compte qu'il y a d'autres problématiques qui sont des problématiques comme je dis, de débit immédiat sur certains paiements qui font que pour certains métiers, ça peut être difficile parce que les gens veulent jouer effectivement avec des dates de valeur où vous déposez un chèque le vendredi et que vous avez le temps de vous débrouiller le week-end pour avoir de l'argent sur votre compte et pourtant vous avez récupéré votre marchandise. Merci. Merci Mortala. Alors on va finir avec mon tourneur Ousmane Bob du côté de Diamniadio. La bonne nouvelle, c'est qu'il va réagir à ce qui a été dit et puis après, il va certainement faire quelques perspectives avec le data center, l'exploitation et les services qui vont aller avec. Ousmane Bob. Oui, merci Ousmane. Effectivement, moi je pense que c'est souvent ça le débat entre des acteurs du numérique
c'est que tout ce qui est possible n'est pas forcément ce qui est facile à mettre en place au niveau du Sénégal. Quand on regarde, plus pour rebondir sur l'histoire, sur le sujet, sur les paiements électroniques et les fintech, effectivement, il faut une réglementation pour aider le marché, aider les sociétés et les structures à plus utiliser des paiements par moyen électronique plutôt que le cash. Mais à la fois, c'est culturel. Je pense que même nos banques aujourd'hui qui existent depuis 1960, quand on regarde aujourd'hui leur fonctionnement, on s'aperçoit tout de suite l'effort, en tout cas l'écart qui existe aujourd'hui pour mettre en place des services innovants. Déposez un chèque aujourd'hui, faites un virement d'un compte en un autre compte, faites la moindre opération la plus basique, vous allez voir que ce n'est pas instantané, ce n'est pas à temps réel. Alors qu'aujourd'hui en Europe, vous pouvez faire un transfert, un virement instantané, c'est en 10 millisecondes. Vous avez votre argent, vous déposez un chèque, vous l'avez tout de suite. Il n'y a aucune opération où vous allez attendre plus de 3 jours, une semaine. Mais c'est une parenthèse que je voulais juste fermer. Je pense que actuellement, ce qu'il faut faire côté public, parce que l'approche côté public est différente des acteurs qui sont dans le privé, dans le fintech, qui ont des boîtes d'informatique et qui sortent des solutions, ce n'est pas la même chose. Une société de fintech où il sort sa solution, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Il n'a pas besoin de l'État, ni d'une infrastructure de l'État, ni autre chose. L'exemple de Wari, c'est un exemple. L'exemple de Wave, de Orange Money, tout cela, ils n'ont besoin de personne. Hein? La solution, soit elle marche pas. Mais quand on est de l'autre côté, du côté de l'État, quand on a plus de 72 administrations qu'on veut digitaliser, qu'on veut optimiser, moderniser, des administrations en général qui ont une certaine culture, qui rencontrent pas mal de difficultés et qui sont extrêmement politisées aussi. Hein? Ce qui fait que tout à l'heure, j'ai entendu, les DSI n'ont pas les moyens de leur propre politique parce qu'il faut qu'ils soient alignés au niveau, avec le top management. Je ne rentre pas dans ce niveau de détail-là. Effectivement, une DSI qui n'est pas alignée avec la direction générale, ça, c'est un problème interne. Ça, c'est autre chose. Ils ont d'autres problèmes à régler. Il faut qu'on revienne aux produits, aux services, pas ce qui se passe en interne. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est de dire voici les produits qu'on veut mettre à la disposition des usagers, des Sénégalais, des entreprises, en tout cas de l'écosystème. Voici les technologies qu'on va aussi mettre à la disposition des startups, des gens qui veulent sortir des solutions pour gagner des marchés existés. À partir de là, notre finalité, c'est de permettre à ces solutions-là, ces services-là, de voir le jour très rapidement, sans pour autant réinventer la roue. Le but du data center de Diamniadio, encore une fois, ce n'est pas de régler les problèmes de transformation digitale des structures publiques. Non, le data center, sa première vocation, c'est d'éviter que chaque ministère investisse sur des infrastructures numériques, achète des serveurs, installe des data centers ou des salles techniques. Donc, l'État va économiser des milliards parce que quand on regarde le budget de chaque ministère et on enlève la partie infra-numérique, toute cette partie-là, c'est comme si l'État gagnait dans les budgets de 2023-2024 qui vont venir plus de 300 milliards parce que c'est quand même beaucoup d'argent. Maintenant, le deuxième but, c'est une fois que nous, on arrive à stocker à travers tous les sites data centers qui existent, parce qu'il n'y a pas que Diamniadio, il y en a d'autres. Le deuxième but, c'est de sortir, de créer une architecture qui permet de sortir tout de suite des services qui sont opérationnels. Et ces services-là, ce sont les startups, les entreprises comme Gaïndé ou autres qui peuvent l'utiliser peut-être pour sortir des solutions. Hein? On a aussi ce rôle-là, hein? Un rôle d'incubateur un peu de solutions tech dans tous les domaines. On a aussi un autre rôle, le dernier rôle qu'on a, c'est nous-mêmes de se substituer un tout petit peu peut-être à l'ADIE ou aux différentes DSI et d'aller faire du système d'information au niveau de ces structures-là pour les aider dans le conseil, dans l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, aussi dans les services qu'ils veulent digitaliser. Donc, je pense que d'ici peut-être 3-4 mois,
les choses seront beaucoup plus claires quand les Sénégalais commenceront à voir les services, les changements sur les services qu'on va mettre à leur disposition. S'il y a une réussite, naturellement, ils vont le voir et ils vont apprécier. Maintenant, la question ne peut pas être réglée uniquement, encore une fois, par le data center de Diamniadio ou par l'ADE. Moi, je pense que c'est tout un écosystème. Tous les constats que j'ai entendus tout à l'heure, vous avez raison, hein, quelque part. Moi, je suis d'accord sur tout ce que vous avez dit parce que ce sont des constats. Par contre, pourquoi ce constat-là? C'est-à-dire, pourquoi on en est arrivé là? Parce qu'il n'y a pas d'écosystème numérique. Et pourquoi il n'y a pas d'écosystème numérique? Donc, on peut aller beaucoup plus loin hein, pour descendre et voir où se trouve le problème. Maintenant qu'on a le courage de nos idées et le courage technologique pour dire on va avancer, on va mettre en place des choses très rapidement, parce qu'on a les moyens de le faire, on a les technologies pour le faire, on a les infras pour le faire, je pense que les choses vont être beaucoup plus claires. On espère simplement que le président de la République, parce que tout est politique ici au Sénégal aussi. Hein. Je pense que si dans certains pays, les choses fonctionnent plus rapidement, c'est parce que l'économie a pris le dessus sur la politique. Hein? Moi, c'est mon constat. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est très rapidement que le Sénégal numérique soit mis en place. On connaît sa vocation, il va faire du système de formation et tout ce que les entreprises numériques font dans le marché et vraiment ne pas le politiser, aller directement sur les solutions et sortir les services. Moi, je pense que si on arrive à dépasser ce stade-là, on est un peu bloqué. Je pense que les choses peuvent aller très vite. Et maintenant, ce qui restera, c'est la conduite du changement. C'est culturel, c'est un peu sénégalais. Hein, les Sénégalais aiment posséder de l'argent. Ça, je pense qu'il n'y a aucun ingénieur ou expertise qui va enlever cela. Mais avec l'utilisation de ces services-là qui feront que pour payer ses impôts, pour payer la Sénélec, sa facture d'eau, pour payer n'importe quoi, on n'est plus obligé maintenant de prendre l'argent, de courir dans une agence pour payer. Ça se fera à travers les plateformes. Et c'est la plateforme aussi pour rassurer un peu, je pense que c'était Mbeng qui le disait tout à l'heure, ou notre panéliste. Dans ces plateformes, c'est tous les moyens de paiement qui sont là, hein, toutes les sociétés qui sont ici, qui font de la fintech, pourront mettre à disposition leurs solutions et maintenant, c'est le client qui choisit. Hein. Voilà, comme on dit, le client est roi. Voilà, donc vraiment, je suis assez content quand même, parce qu'il y a eu pas mal de remarques et je vois que l'agacement n'est rien d'autre que... on a raison en fait, ils ont vraiment raison d'être agacés. Moi-même, je suis le premier à être agacé. Mais quand on est du côté secteur public et qu'on a un fonctionnement qui date depuis pratiquement 60 ans, vous ne pouvez pas, en claquant les doigts comme ça, régler ces problèmes. Qui le dit raconte des bêtises. Hein. Maintenant, on a une manière de faire, on a notre expertise, notre expérience acquise pendant des années. On sait comment ça fonctionne aux États-Unis, on sait comment ça fonctionne en France, en Allemagne, et comment ça fonctionne aussi dans ces pays qui essayent de faire bouger les choses, comme le Bénin ou l'exemple du Rwanda. Maintenant, notre rôle, c'est de fédérer toutes ces énergies positives, toutes ces compétences-là autour des projets qu'on va lancer et essayer de sortir les services rapidement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Montorondo Ousmane Bob, du côté de Diamniadio, manager voilà, du Centre des données du Sénégal à Diamniadio. Merci vraiment pour la disponibilité, pour la générosité dans le partage. Et je vous l'ai dit aussi en privé comme en public lors du dernier panel. Merci pour l'audace. Ce n'est pas évident d'être issu de l'État et pouvoir partager en toute sincérité certaines idées. Il faut ne compter et ne savoir compter que sur son expertise et être conscient qu'on a été nommé que par son expertise et pour son expertise pour avoir ce niveau d'audace. Et je vous le redis encore aujourd'hui. Vraiment, merci et bravo à vous. Bien entendu, on est pressé. Moi, je suis très pressé en tant que Sénégalais simplement de voir ce que ces belles annonces vont donner dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, Inch'Allah. Mais je reste convaincu, bien entendu, qu'il faut qu'on avance. Pas au sens de Aziz, de Mohamedou et de Mortala, mais il faut qu'on avance au sens de... Il faut franchement que ces belles réalisations qu'on nous annonce depuis des lustres,
qu'on puisse quand même les concrétiser. Peut-être que aussi avancer à cette acception, ce sens-là du côté de Mortala, Mohamedou et Aziz. Merci à Aziz Yerima qui signait sa première participation à ces après-midi de la tech, cofondateur et CEO de Paydounia, qui est donc le grand acteur que l'on connaît, Paydounia que j'ai appris de plus en plus, que j'apprends de plus en plus à respecter, parce que comme je l'ai dit à Aziz en début de panel au départ, il y a quelque temps, lorsque je l'ai trouvé à la foire, dans un local presque abandonné, il me parlait de faire du business sur 10 francs, 15 francs. Moi qui suis un homme très pressé, je disais, mais ces gens-là, bon, je ne sais pas si tout va bien mentalement. Mais aujourd'hui, je vois que c'est plutôt chez moi que ça ne va pas bien mentalement. Et vraiment, c'est toujours un plaisir à travers Aziz, à travers, bien entendu, Yuma Dieng et l'ensemble des acteurs qui travaillent au niveau de Paydounia. Et l'ensemble des autres acteurs, n'est-ce pas, que Aziz a fait venir des autres géants là au fur et à mesure pour taquiner un peu. Merci aussi à Mohamed Meng qui est un des grands partenaires de ces après-midi de la tech qui aide énormément. Et c'est l'occasion encore une fois de lui dire merci. Je n'oublie pas Gaïndé 2000, Mortala Diop, l'ensemble du public qui s'est connecté cet après-midi, l'administrateur général de Gaïndé 2000, Ibrahim Noureddine Diagne, pour l'ensemble évidemment des contributions, des réflexions, des suggestions qui sont apportées régulièrement, parce qu'on est convaincu que le digital, ça se dispute en termes de concurrence, les opérateurs, les Aziz et les autres, mais ça se discute aussi en termes de débat, parce que bien entendu, ce que l'on dit, ce que l'on décide, ce que l'on retient comme stratégie, c'est à discuter avec tout le monde. Ça n'appartient à personne, ça appartient à tout le monde. Et merci donc à Ousmane Bob et à l'ensemble des acteurs. Je n'oublie pas non plus le public qui s'est connecté encore une fois. On vous donne rendez-vous, Inch'Allah, le mercredi prochain. Si mes calculs sont bons, on devrait être le mercredi 23 ou 26 février 2022. Et puis, on vous reviendra avec une autre thématique, naturellement toujours en rapport avec le vécu in fine des populations africaines. Merci à tout le monde. Ce panel fera l'objet de replay un peu plus tard dans la soirée. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne fin d'après-midi, bonne soirée à toutes et à tous. Merci à vous aussi. Merci.